Dans cette conversation entre Bernard de Montréal et François Peyotte, ils abordent le sujet du désordre et de la souffrance. Ils font une analogie avec la physique, où l'imperfection des parties d'un univers est nécessaire à sa perfection globale. Ils mentionnent également la loi d'entropie croissante qui implique un désordre grandissant. Ils affirment que chez l'homme, la partie responsable du désordre et de la souffrance est la partie astrale, qui est l'inconscient de sa nature. C'est la partie où l'intelligence n'est pas perfectionnée, où l'émotion influence fortement le mental et où l'ego est piégé par la mémoire. Cette partie est responsable du développement de la personnalité plutôt que de la personne réelle de l'homme. Elle limite l'homme dans sa capacité à être pleinement développé et liée à l'universalité de sa conscience. L'involution de l'homme a deux aspects, le progrès et la possession. L'homme a été conduit à des expériences qui vont au-delà de ce qui est considéré bon, naturel ou correct. Cela a conduit à la dénaturalisation de l'homme et à l'établissement de sa personnalité. L'ego développe une conscience mentale inférieure, réfléchissant simplement en fonction de la mémoire, et l'homme égoïque est incapable de sentir un centre de gravité en lui-même, ce qui l'empêche d'accéder à sa réalité et de manipuler l'énergie pour se perfectionner. En ce qui concerne l'évolution de l'homme, il souligne que l'homme devrait explorer l'extérieur et mettre ses valeurs dans les objets et les possessions, mais également chercher son centre intérieur en parallèle dès le début. Cependant, il note que l'homme est mal éduqué et qu'il se tourne vers la recherche de son centre intérieur après avoir exploré le matériel et l'expérience. Dans ce dialogue, il est mentionné que l'homme vit en fonction de ses sens et de sa mémoire, mais il est question de ce qu'il doit payer après des années d'intoxication et de pollution imposées par l'extérieur. En développant son ego de manière créative et non mécanique, il pourrait trouver un équilibre entre son monde intérieur et extérieur. L'auteur évoque le fait que l'homme devrait se conscientiser face au monde, intégrer la matière et l'invisible, et éviter de se spiritualiser de manière excessive, ce qui pourrait le mener à une perte de contact avec la réalité. Il est dit que l'homme nouveau devra perfectionner son mental en déémotivant sa conscience et en se débarrassant des éléments émotifs qui subjectivisent sa pensée. Cela permettrait à l'homme de développer une conscience fondée sur l'intelligence de la relation entre l'invisible et le matériel, ouvrant la voie à de nouvelles compréhensions de la vie, de la mort et de l'immortalité. L'homme serait alors capable de séparer ces différents corps sans altérer son être, lui permettant d'élargir sa vie et de devenir parfait. Dans ce texte, l'auteur souligne que pour les êtres humains, la perfection n'existe pas, contrairement aux êtres divins. Le bonheur est également difficile à définir, car il est souvent associé à un état élevé de conscience ou d'expérience. Cependant, lorsque l'homme sera pleinement conscient, il sera en harmonie avec lui-même et ne cherchera plus le bonheur, car il sera constamment heureux. L'auteur affirme que pour que l'homme puisse contrôler sa vie, il doit comprendre les lois mentales de la vie et définir son rôle en fonction de la force de vie. Pendant l'involution, l'homme a considéré la vie comme quelque chose de plus grand que lui-même, provenant de Dieu ou d'autres sources cosmiques. Mais à l'avenir, l'homme comprendra que la vie est imparfaite en elle-même et deviendra parfaite lorsqu'il comprendra les lois mentales qui la régissent. L'auteur souligne que le plus grand problème de l'humanité est l'émotivité, qui alimente le monde de la mort et empêche l'homme de devenir un être créateur. Lorsque l'homme aura transmuté son énergie émotive, il deviendra un nouvel être et ne fera plus partie de la race humaine involutive. Enfin, l'auteur conteste la valeur évolutive de la souffrance, la considérant comme faisant partie de l'involution et de l'esclavage de l'homme. Cependant, il reconnaît que pour passer de l'involution à l'évolution, l'homme devra transmuter ses illusions, ce qui peut causer de la souffrance. Mais s'il était capable de s'ouvrir complètement à sa réalité, il ne souffrirait pas. L'initiation est à la fois une fin et un commencement. C'est la fin de la vie ancienne et le début d'une nouvelle vie, mais cela peut être difficile pour l'homme. L'initiation exige une intégration graduelle de l'énergie, ce qui peut entraîner des moments de souffrance. Cependant, ceux qui sont suffisamment évolués pour dépasser leur ego peuvent intégrer la vie interne et matérielle. Si l'homme se laisse emporter par les illusions astrales de sa conscience spirituelle, il peut souffrir davantage car l'âme est plus puissante que l'esprit. Au cours de l'évolution, l'âme est brûlée par le feu de l'esprit, ce qui entraîne une perte de mémoire. L'homme perd progressivement conscience du pouvoir de l'âme sur son ego, ce qui entraîne une diminution de l'aspect astral de sa nature. L'homme conscient de demain n'utilisera plus son corps astral dans ses pratiques occultes et perdra ses facultés psychiques astrales. Il utilisera plutôt le corps éthérique et travaillera avec les autres de manière non égoïste et non spirituelle. La pauvreté et la laideur sont considérées
comme contraire à l'évolution, car elle ne reflète pas la puissance de l'esprit pour transformer la matière. L'homme doit dépasser sa conscience inférieure de l'involution et passer d'une conscience expérimentale à une conscience créative. Il est un être créateur, pas un animal intelligent, et il ne pourra vivre son potentiel créatif tant qu'il n'aura pas dépassé les conditions psychologiques établies pendant l'involution pour le maintenir dans l'obscurité. Tout ce qui s'est passé pendant l'involution était nécessaire à l'époque, mais l'ère du Verseau marque une nouvelle ère où la lumière descend sur le plan matériel. C'est une nouvelle fréquence d'humanité qui émerge, et les anciens modes de fonctionnement ne seront plus adaptés. L'homme nouvellement évolué comprendra que la lumière est fondamentalement liée à son essence et qu'elle lui rendra ce qui lui a été enlevé lors de la naissance de la race. Il pourra ainsi retourner à ses origines planétaires ou interplanétaires tout temps, restant en contact avec son double et en conservant une conscience immortelle. L'homme nouveau aura pour mission de travailler de manière créative à perfectionner le monde, grâce à la parole qui sera la source d'énergie pour éveiller la conscience des races inférieures. Il comprendra l'ampleur de l'esprit lorsqu'il se manifeste à travers l'homme et réalisera que la volonté, l'amour et l'intelligence ne sont pas des aspects psychologiques, mais des aspects créatifs de l'univers. L'homme ne sera plus encombré par la mémoire astrale ni retardé par l'âme dans son évolution. Il sera dans un autre temps, invité à la table de la richesse de la connaissance, qui appartient à tous. Pour ouvrir sa conscience, il utilisera la parole plutôt que la pensée, car la parole est plus puissante et ne dépend pas de l'ego. Lors de la fusion de l'énergie avec l'ego, la parole est une manifestation de la conscience supramentale sur Terre. Cependant, à terme, les humains évolueront vers une conscience télépathique et perdront leur faculté de parole. Pour reconnaître un partenaire réel dans la vie, il faut éliminer l'aspect astral de la conscience et se connecter à l'aspect spirituel. Dans un couple réel, les deux partenaires doivent avoir une conscience spirituelle et former une harmonie parfaite basée sur le respect mental. Sur les plans inférieurs de la conscience, l'aspect astral du couple sera créatif plutôt qu'un facteur dominant pour atteindre le bonheur. Ces couples réels seront dépersonnalisés et trouveront leur place dans le monde en partageant la même énergie spirituelle. Ils seront parfaitement heureux car ils seront bien dans leur peau et ne chercheront pas le bonheur. Si l'un des partenaires a beaucoup plus d'esprit que l'autre, il peut y avoir une scission. Si les partenaires ont été amenés à se rencontrer dans leur vie karmique et ont également découvert leur esprit, ils pourront transmuter leur couple et continuer à évoluer ensemble. Il y aura un échange parfait où les deux individus apporteront quelque chose de précieux à l'autre. L'auteur affirme que les séparations et les divorces sont causés par l'astralisation excessive des individus, qui les pousse à rechercher une fausse liberté dans leur vie sociale et leurs relations de couple. Au lieu de cela, les hommes et les femmes devraient développer leur personne et se rencontrer sur le plan de l'esprit, au-delà de l'astral. L'astral déteste le bonheur de l'homme et utilise toutes sortes de pensées et d'émotions pour le pousser à vivre des expériences qui font partie de l'involution. L'homme doit reconnaître le rôle créatif de la femme dans la protection de l'esprit et cesser de la juger. L'énergie mentale de l'homme et l'énergie émotionnelle de la femme ont toutes deux de la valeur et doivent être équilibrées au sein du couple. Enfin, l'auteur ne soutient pas les rôles classiques de l'homme sur le marché du travail et de la femme à la maison, mais invite les hommes à écouter et à reconnaître l'intuition et les connaissances des femmes dans leurs relations et leurs affaires. En ignorant leurs conseils, les hommes risquent de faire de mauvais choix et de mettre leurs relations en danger. Dans cette conversation, les deux interlocuteurs débattent du rôle de la femme dans la société actuelle et de la souffrance qui peut en découler. La première personne, FP, s'interroge sur la possibilité de faire un choix dans cette situation, tandis que Bernard de Montréal, Boulevard M, propose une réflexion sur le couple réel et le couple astral. BDM affirme qu'il n'est pas contre le fait que la femme travaille, mais il souligne l'importance pour l'homme d'être présent et attentif à sa femme et à ses enfants. Selon lui, si l'homme est investi dans son travail et s'est donné une continuité à sa vie de couple, la femme ne se sentirait pas obligée de compenser sa solitude en travaillant. Il critique également les relations extraconjugales qui peuvent se développer au travail. En ce qui concerne la formation d'un couple réel, FP demande comment agir lorsque l'un des conjoints est attiré par une autre personne. BDM soutient que si le couple est réel, c'est-à-dire si les deux partenaires ont de l'esprit, spiritualité, éveil, ils n'ont pas à se préoccuper de telles questions. Cela signifie qu'ils ont une confiance mutuelle et n'ont pas de doute sur la fidélité et la sincérité de leur relation. En revanche, si le couple est astral, c'est-à-dire basé sur des désirs et des attachements émotionnels, il est normal de s'inquiéter de la fidélité.
BDM mentionne également que dans un couple réel, la femme pourrait choisir de travailler une fois que les enfants sont grands et autonomes, et que cela ne poserait pas de problème car elle aurait déjà pleinement rempli son rôle de mère. Il affirme que la femme aussi est un être créatif et a le droit de développer sa créativité après avoir élevé ses enfants. En conclusion, BDM souligne que lorsque le couple de l'homme nouveau, de l'homme intégral sera développé, ces questions ne se poseront plus car ils auront atteint un niveau de conscience supérieur. Dans ce passage, Bernard de Montréal évoque les difficultés que rencontrent les policiers pour maintenir l'équilibre dans leur couple. Il explique que les femmes peuvent être initialement attirées par l'uniforme et l'image du policier, mais que cette fascination disparaît avec le temps. Il souligne également que de nombreux policiers sont du signe astrologique du Scorpion, qui est caractérisé par la possessivité et la jalousie. Pour maintenir leur couple, il est donc important que les policiers dépassent ces aspects astrologiques et travaillent sur eux-mêmes pour évoluer et être bien dans leur peau. Ensuite, Bernard de Montréal évoque les confessions des personnes qu'il a rencontrées au cours de ses années de conférences publiques et privées. Il constate que les gens souffrent principalement dans 3 domaines, leur sexualité, leur travail et leur vie amoureuse. Il considère que ces 3 éléments sont les principales sources de souffrance des individus. Il donne ensuite un exemple sur le fait que certaines personnes peuvent avoir de la race, du style ou de la classe, et que l'idéal serait de réunir ces 3 paramètres pour une personnalité équilibrée. En conclusion, Bernard de Montréal met en avant l'importance pour les individus de travailler sur eux-mêmes, de transcender leurs aspects négatifs et de développer une conscience élevée, pour trouver l'équilibre et le bonheur dans leur vie. Dans cet extrait, Bernard de Montréal aborde différents sujets liés à la psychologie subjective. Il utilise des exemples tels que la chirurgie esthétique pour améliorer l'image de soi, en soulignant l'impact que cela peut avoir sur la confiance en soi et le bien-être personnel. Il parle également de l'importance de l'éducation sur des sujets tels que la cosmétique et l'esthétique à l'école. En ce qui concerne l'homosexualité, Bernard de Montréal explique que c'est une expérience de l'âme et que cela peut être compris et transformé au fil du temps. Il met l'accent sur l'importance de se libérer de la valeur négative associée à l'homosexualité et de vivre cette expérience de manière respectueuse et non sodomique. Il souligne que certains individus homosexuels ont réussi à transcender cette expérience et à trouver un équilibre entre leur corps astral et une sexualité biologiquement stable. Cela nécessite cependant une grande volonté et une capacité à dépasser les émotions et les influences astrales. Bernard de Montréal considère que l'évolution de l'instruction et de la compréhension de la psychologie de l'homosexualité permettra aux individus concernés d'aller plus loin dans leur cheminement. Il encourage les personnes homosexuelles à se libérer de la culpabilité et à prendre conscience de leurs propres valeurs pour évoluer dans leur expérience. Selon le message transmis par le personnage de BDM lors d'une discussion, elle est mentionné que l'homosexualité peut être considérée comme normale, mais que les individus concernés devraient travailler sur eux-mêmes pour évoluer et se libérer des aspects négatifs de cette orientation. Il est souligné que l'homosexualité est une expérience difficile pour ceux qui la vivent, mais qu'elle fait partie de l'expérience de l'âme. Le texte mentionne également que les femmes souffrent karmiquement de l'amour, tandis que les hommes souffrent karmiquement du travail. Il est expliqué que les femmes doivent aimer et chercher un équilibre familial, tandis que les hommes doivent se consacrer au travail. Les 2 sexes peuvent souffrir également au niveau de la sexualité si leur équilibre astral est perturbé. En ce qui concerne la souffrance des femmes dans l'amour, il est expliqué que cela vient du fait qu'elles aiment avec leurs émotions plutôt qu'avec leur intelligence. Les femmes sont encouragées à ne pas vivre en fonction des hommes, mais à vivre en relation avec eux. Il est également mentionné que les femmes conscientes chercheront à rencontrer des hommes conscients, et en attendant, elles travailleront sur elles-mêmes et développeront leur corps émotionnel. Enfin, il est précisé que si les femmes ont un esprit développé, elles ne souffriront pas inutilement de l'amour et pourront manifester leur énergie de manière créative dans le monde, ce qui attirera l'intérêt des hommes. L'homme n'aime pas que les choses soient faciles, il n'aime pas être attaché. T'es dans sa nature. Pour éviter cela, la femme doit être mentale, ce qui permet à l'homme de ne pas se sentir emprisonné et de se créer une atmosphère mentale avec elle. En ce qui concerne le travail, l'homme cesse de souffrir lorsqu'il entre dans son intérêt vital et effectue un travail qui convient à son esprit. S'il se sent insatisfait dans son travail et se conscientise, il finira par trouver son œuvre, son activité créative et épanouissante. Ainsi, le travail ne sera plus une source de souffrance. Par conséquent, il est important de vivre en harmonie avec sa réalité, sa conscience créative,
plutôt que de vivre selon les attentes de la société ou les aspirations de l'ego.